à toutes et tous, je me présente donc Fabien Escalona, je suis là pour le journal Mediapart, pour la carte blanche de Mediapart qui est prévue dans cette salle. À mes côtés, Léna Lazare qui est une des intervenantes. Alors c'est un exercice un peu difficile pour nous, je crois que pour nous deux c'est notre premier débat post-Covid. On n'est pas très habitués, alors je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des débats à la Charité, nous c'est le premier qu'on fait. Donc on est un petit peu novice, on vous demande votre indulgence. Et je salue, alors je ne sais pas si moi je les verrai, mais je salue les trois autres intervenants qui vont parler en vidéo. Voilà, je vois Michael Zemmour qui est ici, je m'assois pour que vous voyez mieux, qui est économiste, Agathe, voilà, qui est du collectif Nos Retraites, et puis... Voilà, pour l'instant, on voit l'image. On a Youssef Brakni, bonjour Youssef, pour le comité Adama. Et à mes côtés, donc, Léna Lazare, qui est donc, elle, présente physiquement, qui est pour tu es dans plusieurs collectifs, en fait. On peut citer, quel est le collectif? C'est Youth for Climate, au début, c'était les jeunes pour le climat, mais en réalité, tu es dans plusieurs groupes militants. Ouais, du coup, Youth for Climate, c'est le nom qu'on a choisi un peu pour avoir un peu une étiquette nationale au niveau des jeunes en grève. Donc moi j'aime bien dire pour l'écologie et non pas que pour le climat, parce qu'on a une vision un peu plus globale que ça, mais... Ouais. Donc militante écologiste, quoi qu'il en soit. Donc, merci à vous d'être ici. On va faire une petite introduction où chacun va un peu justement présenter qui il est, les combats sur lesquels il s'est fondé. Et puis ensuite, assez vite, on passera la parole à la fois dans la salle. Bon, s'il y a des questions, des gens qui sont en train de nous regarder sur leurs écrans, on va me les passer pour que je puisse m'en faire le relais auprès des invités. Pour introduire quand même le débat, cadrer un peu de quoi on va parler, le titre de la carte blanche que le journal a choisi, c'était « Le réveil vient et viendra des mobilisations », vient et viendra de la société plutôt. Alors pourquoi ce titre? D'abord c'est un constat, et un constat qui dépasse la France, parce que avant le grand enfermement qu'on a tous vécu, 2019, ça a été une année d'insurrection populaire, démocratique, plébéienne, un peu partout dans le monde, et qu'on a pris plaisir à chroniquer, nous, à Mediapart, sur tous les continents. Il y a eu des révoltes, voire des révolutions démocratiques. Donc ce mouvement... ce réveil vient de la société parce que c'était souvent aussi hors des forces traditionnelles. Et puis on l'a observé en particulier en France, parce que, bon, il faut bien dire à la rédaction que des fois, c'est pas très enthousiasmant de chroniquer les vicissitudes de la gauche, de l'union de la gauche, des partis de gauche, des appareils de gauche. En revanche, ce qu'il y a de beaucoup plus enthousiasmant, c'est de couvrir et de s'intéresser et de recevoir effectivement des gens qui appartiennent à tous ces mouvements qui ont surgi avant, après le Covid, parfois en réponse à l'action du gouvernement, mais parfois de manière tout à fait autonome. Évidemment, il y a eu les Gilets jaunes, c'était l'objet de la carte blanche qu'on avait faite ici l'année dernière. Il y a aussi le mouvement féministe, il y a le mouvement contre les violences policières, le mouvement pour le climat, le mouvement des mouvements sociaux, on va beaucoup parler du mouvement pour les retraites. Donc l'énergie, quelque part, elle est là. C'était ça qu'on voulait signifier aussi avec cette carte blanche et en invitant des figures de ces mobilisations pour pointer que l'énergie était parfois bien plus dans la société que dans les partis. Mais en même temps, ce que je dis là, c'est un motif peut-être de réjouissance, mais c'est un motif aussi de préoccupation. Parce que, évidemment, jusqu'à nouvel ordre, on vit dans un régime représentatif où quand même les partis, les institutions ont leur importance, on ne s'en désintéresse pas. Et la préoccupation qu'on a, c'est que ces partis, notamment les partis d'opposition, semblent avoir un train de retard sur les mobilisations que je viens de citer pêle-mêle. Et surtout, ils ont aussi un manque d'attractivité vis-à-vis de ces mobilisations. Moi, je laisserai mes invités s'exprimer, mais de la part de ceux qui sont au cœur de ces mobilisations, il y a assez peu d'appétence pour la vie partisane et les débats partisans. Donc dans notre affirmation, le réveil vient et viendra de la société, il y a à la fois un constat froid, une réjouissance,
plutôt enthousiastes, mais il y a aussi un problème qui est pointé. Un problème pour les partis, un problème pour les mouvements aussi, et j'en termine là. C'est que, certes, le boulot des mouvements, c'est pas forcément de prendre le pouvoir, c'est de secouer le pouvoir avec des demandes qui ne sont pas reconnues. Mais la vraie question, c'est si ce pouvoir-là, il est inflexible, qu'il n'écoute rien, qui reste de plus en plus, voire qui réprime de plus en plus violemment. Si ce pouvoir, il ne connaît pas d'alternance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait stratégiquement? Donc là, c'est un problème qui se pose pas tellement pour les partis, mais pour les mouvements dont on parle. Donc voilà, c'est un peu toutes ces grandes questions qu'on voulait soulever au cours de cet échange. Et avant de vous donner la parole, donc je vais laisser les personnes qu'on a invitées intervenir pour tout simplement la consigne au début, c'est de présenter quelle est la cause, le mouvement, le combat sur lesquels ils se sont mobilisés ces derniers mois ou ces dernières années. Et puis, s'ils le veulent, ils pourront ajouter un ou deux éléments pour préparer la discussion. Et puis tout de suite après, on est preneur de vos remarques, de vos questions. Et c'est comme ça que l'échange se fera. Je vais commencer peut-être quand même avec Léna qui est quand même là avec nous. Je te laisse dire un mot et puis ensuite on passera la parole à nos camarades de l'autre côté de l'écran. Du coup, j'ai principalement fait partie du mouvement des jeunes en grève pour l'écologie, donc qui a commencé alors déjà en février 2019. Donc si je parle d'écologie plutôt que de climat, c'est souvent le mot auquel on nous relie. C'est parce que dès le début, nous, on a voulu parler donc d'écologie radicale, donc une écologie qui remonte vraiment aux racines du problème en se basant surtout sur des travaux scientifiques, soit en sciences sociales ou en sciences dures. Et pour nous, c'était pas possible de parler seulement du climat. Et donc voilà, on se mobilise donc par écologie radicale. Je sous-entends une écologie sociale, donc anticapitaliste, antiproductiviste, intersectionnelle. Donc qu'est-ce qui s'est passé en février 2019, c'est qu'on a fait 8 semaines de grève hebdomadaire, donc en suivant le mouvement international Fridays for Future. Donc pendant 8 vendredis, on n'est pas allé en cours et à la place, on a décidé de s'organiser en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer sur les questions d'écologie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait à chaque fois un rassemblement légal pour tous se retrouver l'après-midi. Le matin, on faisait des ateliers dans les facs, on essayait de proposer quelque chose d'alternatif, dans les facs et dans les lycées. Au niveau de la réflexion, parce qu'on trouvait que les questions d'écologie au sens large n'étaient pas assez traitées. Et aussi, on faisait une action de désobéissance civile, donc chaque semaine en lien avec une thématique spécifique. On sortait aussi des revendications. Suite à ces 8 semaines qui sont clôturées par une très grosse grève à Paris, où on était plusieurs centaines de milliers à faire la grève dans toute la France, on s'est plutôt tourné vers la désobéissance civile. Et ensuite, on a été assez rapidement rejoint avec Extinction Rebellion, même si on n'est pas tout à fait dans la même dynamique. Et oui, peut-être pour donner vite fait des exemples d'actions de désobéissance civile. Donc, lors de la première grosse grève, on avait bloqué le siège de la Société Générale à la Défense. Et plus récemment, en février, on est passé un peu à la vitesse supérieure avec le blocage de BlackRock, où il y a eu aussi des dégradations qui ont fait en sorte que en fait, l'entreprise puisse plus utiliser ses bureaux pendant quelques jours. Je ne sais pas, est-ce que j'ai le temps vite fait de dire un mot sur les liens avec la politique institutionnelle? Alors, je pense que clairement, ce qui est partagé dans le mouvement, c'est que pour nous, la politique institutionnelle est dans une impasse. Ça fait 50 ans qu'il y a des mouvements écolos, qu'il y a des grosses mobilisations, que quand même la politique institutionnelle se saisit de ces enjeux et en fait, on n'arrive à rien. Donc, je pense que là, il y a vraiment un enjeu à acter assez objectivement que c'est pas en restant dans le cadre du système qu'on va réussir à changer quelque chose.
Et du coup, c'est vrai que là, quand je vois tous les politiques qui sont présents aujourd'hui, le fait que voilà, on parle d'union de la gauche, etc., j'aimerais bien demander à ces politiques, je pense, d'avoir un peu plus d'humilité, et que je pense que le seul rôle qu'ils peuvent avoir pour essayer de nous sortir de tous les problèmes qu'on a, en fait, c'est justement d'être à l'écoute des mouvements et en fait de nous aider à nous immiscer dans toutes les brèches qu'il peut y avoir dans le système pour qu'on réussisse à le détruire de l'intérieur. Parce que pour moi, on pourra, voilà, clairement, je ne crois pas au réformisme. Il va falloir donc changer totalement de système. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'y arrivera pas sans avoir des alliés à l'intérieur. Oui, globalement, pour donner des exemples concrets, nous aider, ce serait globalement, je pense, faire en sorte qu'il n'y ait pas de répression envers les mouvements militants. Oui, surtout ça. Après, ce que je dis, c'est plutôt, c'est beaucoup plus valable à l'échelon local qu'à une échelle nationale. Voilà, bon, c'était une première idée. Ok, donc en gros, laissez-nous faire pour détruire le système, quoi. C'est ça. Bon, en tout cas, je retiens aussi le scepticisme par rapport à la politique institutionnelle classique. Et effectivement, c'est vrai que ces derniers mois, avec les municipales, on a beaucoup parlé de la percée écolo, des réussites écolo dans les villes. Et donc, à discuter donc, ça de l'impact en fait, dans la réalité par rapport à la magnitude des changements que tu espères en termes de renversement du productivisme et tout ce que tu as développé au début. Je me tourne vers mes camarades en visio et je vais passer la parole à Youssef Brakni, s'il veut bien la prendre. Oui. J'ai appris que je travaillais le samedi. C'est ça, voilà, nouveau emploi du temps. Je suis prof, donc voilà. J'avais pas prévu du tout de travailler le samedi matin, mais maintenant, voilà, ça va être le cas cette année. Mais voilà, ça m'empêche pas d'être là, donc merci pour l'invitation. Juste, donc moi, je suis Youssef Brakni, je suis membre du comité Adama, Vérité et Justice pour Adama Traoré. Donc c'est un comité qui est né suite à la mort d'Adama en 2016 par 3 gendarmes. Donc il a subi un plaquage ventral, il a été asphyxié. Donc il y a aujourd'hui, voilà, il y a eu des grandes avancées, notamment une reconstitution qui a été faite indépendamment de nous, du comité, par le journal Le Monde et un cabinet d'experts anglais qui ont reconstitué les derniers instants de la vie, les dernières heures de la vie d'Adama Traoré, avant qu'il ne soit littéralement écrasé par le poids de 3 gendarmes. Donc ça c'est sur le volet, la question en elle-même d'Adama, mais très vite, le comité Adama en fait s'est constitué comme un mouvement politique, mais avant tout comme un mouvement des quartiers populaires, un mouvement populaire, un mouvement de masse. Et très rapidement, en partant de la question d'Adama Traoré, en partant de Beaumont-sur-Oise, on a développé une stratégie en fait où on n'attendait pas grand-chose en fait des partis de gauche, ni du pouvoir évidemment, mais encore moins des partis de gauche. C'est-à-dire que personnellement et tous les militants du comité, on milite depuis des années dans les quartiers populaires et on sait que ceux qui nous ont fait face durant toutes ces années, ce qui a empêché notre auto-organisation, ce qui empêche l'autonomie politique des quartiers populaires, en fait, ce sont souvent des mairies de gauche. Ce sont souvent des mairies de gauche, notamment dans le 93, en Seine-Saint-Denis, là où moi je vis à Bagnolet, et c'est le cas de plusieurs militants au sein du comité, qui sont dans le 94, dans le 92, où en fait, à chaque fois, on a affaire à des maires qui ont l'étiquette de gauche, mais qui en fait, dans la pratique, n'ont rien de gauche. En fait, en réalité, ils sont avant tout dans une gestion, en fait, dans une gestion municipale, dans une gestion d'un patrimoine, dans une gestion, voilà, où en fait, on est dans un truc où on passe des marchés publics pour des amis, on place des gens, enfin, on a une gestion du parc HLM clientéliste, etc. Ça, voilà, c'est ce à quoi on a affaire. Et quand il y a des mouvements de lutte, par exemple contre les violences policières, c'est très rare d'avoir le soutien d'une mairie de gauche. Alors il y en a certaines, et je vais les citer, parce qu'il faut les citer quand il y en a certains qui le font, mais quand on est dans une démarche d'autonomie, quand on veut s'organiser sur des problèmes dans son quartier, en fait, bah, on a tout de suite une levée de bouclier et il y a un mécanisme qui va se mettre en place. Et depuis très longtemps, avant que Macron ne parle de séparatisme, avant que Marlène Schiappa et Darmanin n'en parlent, en fait, ça fait longtemps qu'on a affaire à ces accusations de séparatisme. Ça fait longtemps qu'on a affaire à ces accusations de communautarisme. Parce que de fait, oui, on s'organise dans les quartiers populaires et de fait, dans les quartiers populaires, on a parqué les mêmes populations, des populations originaires de l'immigration africaine, de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Nord. Et
Donc, à partir du moment où on s'organise avec son voisin, avec les parents d'élèves, à l'association de foot, bah oui, forcément, on est entre Noirs et Arabes. Et donc, on nous renvoie ce que nous-mêmes, on a entre guillemets subi. Alors, moi, j'ai aucun problème à être entre pauvres, à être entre Noirs et Arabes ou je ne sais quoi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je me bats pour la justice, je me bats pour l'égalité, je me bats avec ceux avec qui je vis au quotidien, en bas de mon bâtiment, ou dans l'école, ou dans l'association sportive. Mais voilà, on nous renvoie ce stigmate-là. Et ça a une fonction, en fait. La fonction de ces mouvements-là, de ces maires de gauche, de ces partis de gauche, quels qu'ils soient, hein, il n'y en a aucun qui est épargné, même s'il y a le Parti socialiste qui a la palme, mais en tout cas, globalement, ça a toujours été de briser les jambes des militants des quartiers populaires de l'immigration pour empêcher, en fait, cette auto-organisation. Parce qu'ils nous voient comme des concurrents, parce qu'ils nous voient comme un danger pour un pouvoir local qu'ils veulent s'accaparer. Et après, dans le même temps, on va un peu partout pour dire ah, mais les quartiers populaires sont un désert politique, dans les quartiers populaires, il n'y a pas de politique, dans les quartiers populaires, les gens sont résignés, dans les quartiers populaires, on ne peut plus rien faire. Les gens, limite, j'ai vu des gens dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers, ils sont macronistes, voilà, qu'aujourd'hui, dans les quartiers, ce qu'ils veulent, c'est faire au beurre. Donc, j'ai vu tous ces discours, vous les avez tous entendus. Et ça, en réalité, ça va de pair avec l'autre accusation de communautarisme et de séparatisme, d'islamisme, etc., etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est pour écarter du champ politique une catégorie de la population, c'est pour écarter du champ politique les classes populaires noires et arabes notamment, mais pas que, puisqu'on a vu le même mécanisme se produire contre les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des classes populaires, là on peut le dire plutôt blanches, même si il faut nuancer ça, parce qu'il y avait énormément de gens aussi des quartiers dans ce mouvement, contrairement à ce qu'on dit, quand les gilets jaunes, donc ces classes populaires-là, des périphéries, les grands perdants de la mondialisation, ceux qui ne sont pas intégrés dans les grands centres urbains où sont concentrées les richesses, où sont concentrés le pouvoir économique, et bien en fait, quand on a vu un discours de dire que ces gens-là sont aussi des putschistes, des poujadistes, etc. Ce sont des fachos, etc. C'est vrai que nous, le comité Adama, on a tout de suite été solidaires de ce mouvement dès le départ. Solidaires de ce mouvement parce qu'en réalité, ceux qui accusaient ce mouvement d'être des poujadistes, d'être des gens qui veulent mettre Marine Le Pen au pouvoir, ce sont les mêmes en fait qui nous accusent nous-mêmes de communautarisme, de séparatisme. Donc en fait, ce sont des gens qui veulent le statu quo parce qu'aujourd'hui, le système les arrange tel qu'il est. Et donc, le comité Adama, on est solidaire des retraites, des manifs sur la réforme des retraites. On a créé des liens avec les cheminots, on a créé des liens avec les étudiants, avec les écologistes. La dernière marche du 18 juillet a été organisée avec Alternativa. On a déjà fait des actions avec Extinction Rebellion à Italie 2. Bref, nous, en fait, on se déploie partout. On va partout. On va partout en gardant notre spécificité, en gardant notre discours, en gardant notre discours en disant qu'il s'agit des questions de vie et de mort, parce que c'est ça aujourd'hui, on en est là. Voilà, je suis obligé de participer à des débats, Assa Traoré est obligé de parcourir toute la France pour dire que les Noirs et les Arabes ont le droit de vivre dans ce pays, pour dire que ça ne se passe pas qu'aux États-Unis, pour dire qu'il faut arrêter de cette surfocalisation sur les États-Unis pour ne pas parler de ce qui se passe en France. Donc, on a pu voir des énormités en juin, suite à la mort de George Floyd, avant que le comité Adama ne lance les manifs devant le TGI de Clichy, où en fait on parlait en boucle des États-Unis comme un pays affreux, comme un pays qui est basé sur des structures raciales, alors que dans le même temps, en France, on a une histoire de l'esclavage. Le code noir, c'est quoi ? On a une histoire de l'esclavage, on a une histoire du colonialisme. Oui, il y a une différence avec les États-Unis. S'il y a différence, c'est une différence sur la nature de ce racisme, la nature de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une déportation massive d'esclaves sur le sol hexagonal, certes, mais il y en a eu en Martinique, il y en a eu en Guyane, il y en a eu en Guadeloupe, il y en a eu à La Réunion, etc. Et de dire qu'il y a eu aussi la question coloniale, qu'il y a eu un empire colonial, et c'est ce qui explique qu'on se retrouve tous ici aujourd'hui, et qu'on se retrouve dans ces mêmes quartiers pour à nouveau être externalisés et être mis en relégation, être mis de côté. Et je finirai par dire sur la question du pouvoir que moi je pense qu'on n'a pas à attendre, on n'a pas forcément à déléguer. Moi je pense qu'il faut prendre ses responsabilités de manière autonome, à l'échelle locale, dans les mairies, dans les régionales, etc., dans les départementales, on peut nous-mêmes aller et prendre le pouvoir par nous-mêmes. Pourquoi on va attendre ? Pourquoi je vais toujours aller mendier une ligne sur les violences policières auprès du Parti communiste, auprès de la France insoumise, de je ne sais quoi ? Pourquoi je ferai toujours ça alors que moi-même je peux m'organiser ? Et moi, en tant que Youssef Ouakni, en tant que comité Adama, ou Assa Traoré, ou Elmami Kanouté, tous les militants qu'il y a autour, on peut parler pour toute la société, nous aussi. Nous aussi, on peut porter un projet pour tous. Un projet de justice, un projet d'égalité, un projet écologiste. On peut le faire nous aussi. Et donc moi je pense qu'il faut y aller, il faut le faire avec ceux, évidemment tout le monde est bienvenu. S'il y a des gens de la France Insoumise, du Parti communiste, il y en a de plus en plus
qui ne se reconnaissent plus dans ces partis, c'est ça la vérité. Ils n'y trouvent plus leur place et qui trouvent plus leur place aux côtés du comité Adama, aux côtés de Youth for Climate, aux côtés de tous les mouvements sociaux aujourd'hui, plutôt que dans ces partis-là où ils se retrouvent toujours dans les mêmes mécanismes de la machine avec un système pyramidal où il n'y a pas de place pour ça. Et donc nous, juste pour finir, on a donc du coup lancé ces grosses manifestations populaires devant le TGI de Clichy, place de la République. Et vous avez vu la réponse du président de la République, donc le lendemain de la place de la République, qui était un traquenard organisé par le préfet politique Didier Lallemand. Donc c'est bien un préfet, c'est un militant en fait. Il fait de la politique, qui nous a empêchés de manifester. Et donc, le lendemain, la réponse d'Emmanuel Macron, la réponse du camp libéral, du camp capitaliste, c'est de dire ces manifestations-là ne demandent pas l'égalité, ces manifestations-là ne demandent pas la fin des violences policières ou du racisme, ces manifestants ont une revendication séparatiste. Ça a été le lendemain, le 14 juin, à la télé en direct, vous l'avez tous vu, où il a dit « Je ne laisserai pas les séparatistes salir la République ». Et il en a remis une couche encore avant-hier. Merci. Okay. Merci Youssef avec ce petit teasing là sur les mairies qui se comportent bien, mais ce sera pour la prise de parole. Ah bon, ouais, c'est vrai, je pense à la mairie d'Ivry et la mairie de Stein. Merci à la mairie d'Ivry et à la mairie de Stein qui font vraiment le boulot et qui sont à nos côtés et qui n'ont pas peur de prendre des positions courageuses. Alors, tu parlais des solidarités qui se sont créées entre mouvements. À vrai dire, vous vous êtes déjà croisés, il me semble, dans les couloirs de Mediapart. C'était au moment justement du grand mouvement social de décembre dernier, autour de la contestation de la loi à retraite. Un autre mouvement qui, pour le coup, alors ils n'ont pas été traités de séparatistes. Alors, soit ça ne saurait tarder, mais en tout cas, ils n'ont pas du tout, pour le coup, été écoutés, ni les expertises, ni les contestations. Au contraire, la réponse, ça a été le 49-3 en expliquant que c'était le grand retour du Parlement. Donc on était dans le pays d'Orwell, on était en 1984. Et puis tout a été un peu suspendu avec le confinement, mais le principe d'une loi retraite reste dans les tuyaux. Je vais me tourner vers Agathe du collectif Nos Retraites. Agathe, eh bien, c'est à vous. Je ne sais plus si on se vous voit, si on se tutoie, mais en tout cas, voilà, tu peux prendre la parole à ton tour. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je suis Agathe, je suis coporte-parole du collectif Nos Retraites. Je vais revenir un peu sur l'histoire du collectif. C'est un collectif qu'on a créé au printemps 2019, qui est un collectif citoyen au départ avec un peu plus d'une quinzaine de personnes. Et on l'a créé avec pour objectif de décrypter la réforme des retraites, qui est une réforme qui, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au printemps, à l'été 2019, était vraiment sous les radars médiatiques. On en parlait pas du tout ou très très peu. Et quand on en parlait, c'était d'ores et déjà avec des termes très techniques, assez incompréhensibles, assez inaccessibles du commun des mortels. Et on a justement voulu créer ce collectif pour pouvoir faire en sorte que les citoyens et les citoyennes puissent se réapproprier ce débat, puissent y participer pleinement en se sentant capables et légitimes à discuter des retraites, alors que le gouvernement cherchait justement à techniciser cette question des retraites, à la rendre accessible que pour ceux qui ont travaillé sur la question ou alors travaillent dans les caisses de retraite, etc. L'objectif, c'était de faire en sorte qu'on puisse, en fin de compte, parler de nos vies, puisque la question des retraites, c'est la question de nos vies, c'est la vie de nos grands-parents, la vie de nos parents, notre vie au travail, notre vie en tant que lycéens, étudiants et l'avenir qu'on nous propose. Donc c'est bien de ça dont il s'agit. C'est un collectif dans lequel on a voulu tester plein de formes militantes pour essayer de voir lesquelles étaient les plus efficaces. On a beaucoup été présents sur les réseaux sociaux à faire du décryptage sur Twitter, sur Facebook, pour faire en sorte que ce soit des messages qui soient partagés par le plus grand nombre et lus par le plus grand nombre. On a fait un gros travail de décryptage justement des données qui étaient fournies par le gouvernement ou qui ne l'étaient pas. Essayer de faire comprendre aux gens, nous, ce qu'on lisait des enjeux de cette réforme, les enjeux de financement, les enjeux d'âge de départ.
Après, on a fait des formations en présentiel, en vidéo. On a fait des petites vidéos avec Cerise la souris, je ne sais pas si vous vous souvenez. On a beaucoup échangé avec plein d'autres acteurs, avec les syndicats, avec des associations, avec des économistes. On a organisé un hackathon qui a ensuite donné lieu à la création, par exemple, d'un site qui s'appelle allodéputé.fr qui permettait d'appeler chacun des députés avant la discussion sur la loi pour essayer de les convaincre et leur rappeler que bon, cette réforme des retraites allait toucher chacun d'entre nous dans nos vies les plus intimes. Voilà pour ce qu'on a fait pendant la période du débat sur la réforme des retraites. Le bilan qu'on peut en tirer, parce que nous, on a pu observer, c'est de voir que les gens, les citoyens étaient de toute façon déjà en colère. Il y avait un doute intense sur cette réforme des retraites dès le départ. C'était lié aux mobilisations précédentes, notamment à la mobilisation des Gilets jaunes. Mais ce qui était le plus dur à voir, c'était de voir les gens être très complexés par leur niveau de compréhension de ce débat des retraites. Et on voyait des gens qui nous disaient clairement, moi, je ne me sens pas compétent pour parler de ce sujet, alors même que les retraites nous concernent toutes et tous. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant sur la vie démocratique qu'on a aujourd'hui. C'est des citoyens qui aujourd'hui ne se sentent pas capables de participer au débat ou sentent qu'ils en sont complètement exclus parce qu'ils ne comprennent pas des termes techniques. Et on a des médiateurs, donc les journalistes, j'en reparlerai peut-être après, mais des journalistes ou des parlementaires, des hommes et femmes politiques qui jouent pas le jeu de rendre à nouveau accessibles ces débats-là et rentrent dans le jeu du gouvernement de la technicisation des débats. C'est en tout cas moi ce que j'ai trouvé. Donc on a vu des citoyens qui se sont complètement réappropriés ce débat avec force, qui ont commencé à parler de leur vie, de leurs conditions de travail, de la question de l'espérance de vie en bonne santé, qui sont des questions difficiles à regarder en face quand on comprend les inégalités qui traversent notre société. Ce qu'on a vu aussi, c'est un débat qui explose grâce à une mobilisation par la grève. Et c'est vraiment pour nous la grève qui permet de faire exploser le débat des retraites dans les médias, qui permet de forcer tout le monde à avoir cette discussion sur les retraites. Donc on voit que l'enjeu de la grève, l'enjeu de la capacité à mobiliser par ce moyen d'action est essentiel, et c'est aussi peut-être de ça dont il faut discuter. Et puis un débat qu'on a réussi à focaliser sur une question sociale majeure qui traverse toute la société et qui a permis de détourner l'attention des médias, des hommes et femmes politiques, peut-être de la société en général, des questions sécuritaires qu'on nous force à avaler tous les jours, quoi. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est des reculs. On pourra revenir sur les reculs, les choses qu'on a quand même gagnées, parce qu'il faut se dire que le bilan peut aussi être perçu comme positif sur cette réforme. Et la question que je veux poser donc à tout le monde, c'est peut-être comment on refait ça, comment on casse l'autocensure des citoyens, des citoyennes, comment on fait en sorte qu'ils puissent reprendre la parole, reparler de leur vie entre eux et dans les médias, avec la question de la place des journalistes, des hommes et femmes politiques dans la médiation de ce débat-là, et évidemment l'enjeu de la grève et des mobilisations sociales à venir. Merci pour cette prise de parole. Comment on remet ça ? Je retiens cette question et l'importance que tu soulignais sur la pédagogie et le travail de formation, d'auto-formation, qui était un travail, une fonction en tout cas, assurée par les partis, peut-être avec plus d'intensité il y a bien longtemps. Donc c'est aussi une leçon et un sujet de discussion. La dernière prise de parole avant qu'on passe le micro, qu'on récupère les questions des internautes, c'est Michael Zemmour, alors qui a pas la même casquette, on va dire, de militant, même si pendant le mouvement sur les retraites, vous avez émis beaucoup d'analyses très critiques du projet gouvernemental. Donc peut-être à la fois un mot sur cette expérience justement d'un chercheur aux prises avec un enjeu de société et comment il intervient là-dessus et comment il se met en lien avec des collectifs et quel regard il a aussi sur ce qui se passe dans la sphère un peu plus institutionnelle, parce que je voulais un peu insister sur ce contraste entre le bouillonnement de la société et puis la tiédeur du monde politique traditionnel. Michael.
Bonjour à toutes et tous, merci de votre invitation et désolé de ne pas pouvoir être là de manière physique. Mais je reviendrai peut-être sur comment on se positionne comme universitaire. Moi, je suis économiste, enseignant-chercheur et je travaille depuis longtemps sur l'État social. Et mes questions de recherche sont en gros de se demander comment est-ce que c'est possible que dans certains pays, comme la France, on ait développé un système de sécurité sociale. Qu'est-ce qui rend politiquement ça possible? Et à l'inverse, qu'est-ce qui rend politiquement possible des réformes de détricotage de l'État social, soit en France, soit dans d'autres pays? Et du coup, effectivement, moi, je suis intervenu comme économiste en discutant avec les mouvements sociaux, avec les syndicats, avec la CGT, avec le collectif Non Retraite, etc. Mais dans mon rôle d'économiste, c'est-à-dire en essayant de produire des analyses et en étant sur des terrains de la démonstration, ce qui fait partie, à mon avis, du rôle des universitaires, mais aussi des enjeux politiques, puisque sur cette question des retraites, il me semble qu'il y a eu un enjeu extrêmement important sur la manière de présenter la question et la manière dont chacune et chacun pouvait se poser le problème. Pour être très concret, pendant des mois et des mois, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, essayait d'organiser un débat en disant « Est-ce que vous êtes pour ou contre un système à points? Et si oui, de quelle couleur vous voulez que soit le formulaire ?» Alors même qu'il y avait d'autres questions qui, pour moi, semblaient plus importantes et qui ont été les questions qui ont animé le mouvement social, qui est de savoir est-ce qu'on veut un décrochage du niveau des retraites, jusqu'à quel âge on veut travailler, est-ce qu'on veut une part de retraite par capitalisation. Et pour faire émerger ces questions-là, il fallait participer à la démonstration que c'était bien l'enjeu du sujet et que l'enjeu n'était pas simplement les régimes spéciaux ou une question de simplification, mais que dans la réforme, il y avait cet enjeu-là. Et une fois qu'on le formule comme ça, évidemment, le débat politique n'est plus le même. Et du coup, pour rejoindre un petit peu l'introduction qui a été faite, je pense que sur ces réformes sociales, mais ça fait très certainement les liens avec les questions écologiques, la question des combats antiracistes et antisécuritaires, sur les questions de la réforme de l'État social, il y a deux questions qui se posent à la fois pour la gauche. La première question, c'est de savoir est-ce que finalement la pensée néolibérale est hégémonique. Finalement, l'État social, il reste là parce qu'on l'a installé, mais globalement, les gens sont de droite. Ça rejoint un peu l'idée de banlieue qui serait devenue macroniste, dont parlait Youssef tout à l'heure. Ça, c'est la première question. Est-ce que la majorité est de droite? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que le pouvoir fait ce qu'il veut? Et sur ces deux questions-là, il me semble que la gauche avait, dans les 5-10 dernières années, notamment sous le mandat Hollande, un certain doute. Et il me semble que les retraites et la bataille qui s'est menée sur les retraites, qui se mènera peut-être, qui continuera à se mener, elle montre des choses intéressantes de ce point de vue-là. D'abord, dans la capacité à contester l'hégémonie au discours libéral. C'est-à-dire qu'une fois que les organisations politiques, syndicales, y compris les partis de gauche qui, au final, avaient assez peu de divergences, ils n'ont pas été moteurs, mais ils avaient assez peu de divergences dans l'analyse qu'ils ont portée, que les organisations syndicales ont porté leur discours, que le collectif No Retraite s'est réveillé, il y avait une hégémonie de l'opposition à la réforme des retraites sur des bases d'analyse assez claires. On n'est pas prêt à voir se dégrader le système de retraite. On n'est pas trop partant pour un système avec un étage de capitalisation. Et donc, alors même qu'on pouvait penser qu'il y avait une hégémonie néolibérale sur cette question-là, de la protection sociale, mais ça pourrait se passer aussi, à mon avis, sur des questions de santé ou de services publics, l'hégémonie de la pensée de droite a été contestée. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y avait un deuxième point qui se posait, et ça fait peut-être écho à la question de la loi travail. Quand bien même il y a une hégémonie, où on conteste l'hégémonie à un schéma néolibéral, est-ce que quand même le gouvernement fait ce qu'il veut? Et si on regarde l'expérience de la loi travail, mais aussi du combat antiraciste, ou même des mobilisations écologistes, au fond, on a le sentiment qu'on a un pouvoir très présidentiel, il a une majorité parlementaire, il réprime les mouvements sociaux comme des éléments de désordre et plus comme des interlocuteurs, et donc il fait ce qu'il veut. Et il me semble que l'épisode des retraites a montré qu'il ne faisait pas complètement ce qu'il voulait. Évidemment, le gouvernement aurait pu, par le 49.3, passer la réforme. Il finira peut-être par le faire, mais il a été amené à modifier le contenu de la réforme, à modifier son calendrier, à tenter de passer des accords, s'est fait déborder. Et donc,
Ça ne veut pas dire que le pouvoir a perdu son pouvoir, mais le doute qu'il y avait, y compris chez les chercheurs en sciences sociales, de se demander est-ce que finalement les mobilisations sociales ne comptent plus sur ce dossier-là, mais je pense qu'on pourrait faire un lien avec les autres thématiques. On voit que ça résiste et ça agit sur les politiques qui sont menées. Et donc, moi, c'est les deux leçons que je tire, avec une troisième leçon. Effectivement, peut-être, je ne sais pas si c'est une provocation ou une imprudence du pouvoir sur les dossiers des retraites, mais il y a une littérature en sciences sociales sur comment on fait passer une réforme, et notamment une réforme libérale. Et cette littérature, elle dit il vaut mieux diviser la population le plus possible. Et sur cette réforme-là, le gouvernement s'est montré soit provocateur, soit imprudent. C'est-à-dire qu'il a mis en place une réforme qui concernait quasiment toute la population et qui était susceptible de mobiliser toute la population simultanément, avant de rétropédaler et d'essayer de diviser en disant c'est pour les régimes spéciaux, ça ne sera pas pareil pour les profs. Mais dans un premier temps, il y a eu ça, et donc c'était une chance pour les opposants, c'était la capacité à créer des alliances extrêmement larges et donc à pas offrir cette possibilité de réformer en disant on vise une minorité, en essayant de prendre appui sur la majorité. Merci, Michael. Donc merci à nos 4 intervenants ici à la Charité, et puis depuis la toile qui nous sont intervenus, qui ont apporté des premiers éléments de présentation. On va faire circuler un micro. Je vois une main qui se lève là, une deuxième. Les femmes aussi peuvent poser des questions et on leur passera le micro en priorité après ces 2 questions-là. Je suis vigilant aussi à ça. Et puis si on en a en ligne, on me les passera directement, je crois. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade ? Ou est-ce que je suis abandonné ? Non, c'est bon. Merci. Donc on va passer monsieur ici. Si ça vous gêne pas, on va prendre une petite grappe de 2-3 questions et puis on fera répondre nos invités. Allez-y. Peut-être vous dites votre prénom pour commencer. Et puis... 1, 2, oui c'est bon, ça marche. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, moi c'est Paul, je fais partie d'Émancipation collective, un mouvement d'éducation populaire qui a été beaucoup inspiré par vos différentes luttes à la fois et vos différents modes d'action, que ce soit Youssef Brakni avec le comité Adama, mais également Youth for Climate sur les causes écologistes. Mais on a fait énormément d'éducation populaire justement sur le sujet des retraites grâce aux différents outils développés par le collectif Nos Retraites. Et ça amène ma question, je vais un peu développer derrière, sur quels sont selon vous des idées de sujets politiques sur lesquels nous pouvons nous rassembler. C'est-à-dire se rassembler à la fois les politiques, les associations, les mouvements comme le comité Adama, mais aussi le mouvement des Gilets jaunes, tout en ayant le soutien des universitaires. Je viens à ça parce qu'on est en train de préparer une mobilisation pour le 26 septembre sur les risques technologiques pour les 1 an de Lubrizol, qui aura lieu le 26 septembre à 14h devant un maximum de sites Céveso et de sites nucléaires pour organiser une autodéfense populaire, pour enquêter en local sur les dangers et en profiter pour faire de l'éducation populaire autour de ces thèmes. Ce sujet, mais qui n'est pas le seul, on pourrait en trouver d'autres, a permis quand même déjà la signature d'un appel qui va paraître mercredi dans Mediapart, Reporter et Regard, avec des signatures comme la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts pour les politiques, des associations comme France Nature Environnement, mais pas que sur les sujets environnementaux. On a les enseignants pour la transition écologique qui ont signé, alors que ce n'est pas forcément leur sujet, les risques technologiques. On a des gilets jaunes comme Odile Morin, qui est militante pour lutter contre le validisme, qui est gilet jaune à Toulouse, qui signe. On a des citoyens et des citoyennes pour la Convention citoyenne pour le climat. Et on a également des universitaires comme Maxime Combe, qui est économiste, mais également Annie Thébomoni, qui est très connue sur ces sujets. Donc c'est la preuve qu'on peut organiser justement des mouvements à la base qui réunissent à peu près tout le monde en sortant des clivages. Et je pense que c'est une bonne stratégie à avoir pour sortir de ces oppositions entre partis politiques, associations,
mouvements plus citoyens comme les Gilets jaunes. Je pense vraiment que c'est une des solutions. On va voir comment va se passer la mobilisation, quels vont être les écueils, quelles vont être les réussites. Mais je pense que ça peut nous inspirer pour trouver d'autres sujets, parce qu'il y en a plein, pour travailler ensemble, pour changer cette société par la base. Et donc je reviens à ma question. Avez-vous des idées d'autres luttes sur des sujets précis comme les risques technologiques, même si c'est un sujet qui est très vaste, parce qu'il traite des incendies, des explosions et des pollutions toxiques sur des usines, des entrepôts logistiques comme des installations agricoles. Mais avez-vous en tête d'autres types de mobilisation que nous pourrions monter là-dessus à la base, mais d'un point de vue national, voire international? Ok, on passe à deuxième question. Non, moi, je l'ai vu voilà, monsieur en premier. Ah bah non, finalement. Donc le monsieur avec le masque rouge. Oui, bonjour. Moi c'est Swan. Je suis aussi militant un peu dans un peu tous ces mouvements-là depuis quelques années. Et du coup, je voulais témoigner un peu de la vivacité qu'il y a eu quand même cette année du fait du contexte de la pandémie, etc. Moi, j'ai été très actif dans le réseau Covid Entraide, qui s'est lancé justement autour de ce truc au tout début de la crise et du confinement. On a lancé en ligne d'abord un petit réseau sur le réseau social Telegram. On avait plusieurs canaux de discussion qui nous permettaient d'échanger des informations. Et puis très rapidement, on a écrit un appel qui a été relayé très largement aussi, qui a été signé très largement, à en fait organiser l'entraide par la base dans des groupes locaux un peu partout en France. Il y a une cartographie contributive qui est née de ça, qui a permis de créer des liens. Alors voilà, c'était un peu comme ça, fait sur le fil du moment, on a improvisé comme on pouvait. Mais ce que je voulais insister, moi, c'est sur les débats entre politique et tous ces mouvements-là. En fait, moi, je suis beaucoup plus proche de cette notion de plateforme. Nous, on a essayé de se définir et de s'autodéfinir comme ça. Comme on fait une plateforme, et le terme de plateforme, il est ancien, en fait, il date du XVIIe siècle. Les diggers anglais et les ludites anglais l'utilisaient déjà comme terme. Et en fait, l'idée de plateforme, c'est justement un peu le miroir d'un parti, mais c'est juste, en fait, on se donne seulement quelques accords de base, de principe, sur lesquels une charpente commune qu'on se donne en commun, mais après, chacun construit par la base à sa guise là-dessus. Et en fait, je pense que ce truc-là de faire réseau à partir de quelques idées simples sur un principe, une thématique, comme par exemple les dangers technologiques ou comme l'entraide, ça permet en fait d'un coup de vouloir mailler des choses et tout en évitant les problématiques de centralisation. Parce que nous, quand on a travaillé par exemple sur Covid Entraide, on était vraiment dans cette logique de en fait, faire fonctionner un outil collectif qui permet où en fait, on mettait en commun des contenus qu'on produisait ensemble, des liens, des relations, de la mise en relation, et c'était ça l'objectif principal et rien d'autre. Et pas la conquête du pouvoir de je ne sais quoi. Et en fait, il y a plein de sujets comme ça, de thématiques comme ça. Et par exemple, ensuite, il y a eu Balai Masque, qui est un petit peu né aussi dans la même dynamique, pendant le confinement, avec des soignants et des soignantes qui ont lancé un appel assez vibrant, assez fort, à construire un mouvement social par la base depuis les lieux de soins. Et puis, il y en a d'autres encore. Par exemple, il y a Désarmons-les, qui est une plateforme qui est très inspirée de ce qui se passe aux États-Unis sur les questions de démantèlement de la police, de désarmement de la police. Donc voilà, j'ai l'impression que en termes d'histoire politique, il y a ce truc-là à remettre en perspective sur le fait qu'il n'y a pas que les partis comme forme d'organisation politique. On peut s'organiser par la base avec des plateformes. Aujourd'hui, la forme syndicale est un peu plus complexe des fois à faire exister au-delà du travail classique professionnel, en fait. Mais on voit aussi des syndicats de territoire qui naissent un peu autonomes, un peu partout. Par exemple, là, il y a un syndicat de territoire qui est né sur le plateau de Millevaches, autonome comme ça, qui sert de plateforme en fait pour le territoire. Donc voilà, ce terme de plateforme-là, qui sert en fait à enclencher sur des idées, sur un cadre spécifique, quelque chose où on met juste en commun des contenus, des relations et des idées. Et voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fonctionne bien et que spontanément, face à la crise, on s'est retrouvé à organiser des choses comme ça. Et c'est assez mobile, c'est assez... Voilà, on va reprendre le slogan de Hong Kong, Be Water, quoi. Mais j'ai l'impression que ce qui se dessine là me donne espoir parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se lancent et effectivement c'est bien d'en discuter. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle avant qu'on fasse une vague de réponses? Donc il y avait monsieur qui a patienté. Après on fera une première vague de réponses et je reviendrai vers vous. Donc si vous ruminez, vous aurez une deuxième chance. Oui, Fétiche Uder, je viens d'Aubervilliers, donc d'un territoire très populaire, on pourrait dire.
Moi, je me demande si le problème des partis, au final, ne s'oriente pas autour d'un mot qui est celui de complexe, notamment à gauche. À gauche, on s'est toujours, malheureusement, ces dernières années, donné un certain nombre de complexes. On n'est pas allé approfondir certains sujets. Parfois, on crée des polémiques pour ne pas avancer sur certains sujets. Je peux donner des exemples tout simples. Le terme islamophobie, par exemple, il a un sens partout qui est le même, mais il faut que, en France, tout particulièrement la gauche française, lui donne un sens particulier. Est-ce que ça, c'est pas synonyme d'un certain blocage et d'une certaine forme de complexe aussi par rapport à une histoire française qui est certes celle qu'on connaît, mais avec aussi la déformation de certains concepts comme la laïcité par exemple, où aujourd'hui on voit bien à gauche qu'il y a des courants de pensée qui sont complètement différents. Donc de ce côté-là, il y a évidemment certains sujets. Comité Adama, des fois on a décalé aussi le sujet vers l'histoire d'Adama, alors que la véritable question, c'est qu'on est dans un pays qui a supprimé la peine de mort. C'est pas pour voir une autre forme de peine de mort arriver, évidemment. Peu importe ce qui a pu se passer. Je comprends même pas aujourd'hui qu'à gauche, on ne puisse pas soutenir les mobilisations de ce comité. Je le dis clairement, je crois qu'au contraire, on a intérêt non seulement à se questionner, mais à y aller et à enfin agir, et pas à se bloquer autour de non-sujets qui, pour moi, sont évidemment dévastateurs pour notre famille politique. Et au final, de toute façon, on le sait, ça profite à Macron, ça profite au pouvoir en place. Alors, on peut se dire d'où viennent ces complexes. Évidemment, peut-être d'un manque de formation, c'est clair. Moi, je le vois, il y a beaucoup de militants, d'habitants qui sont demandeurs de ça, qui ont envie de comprendre, puisqu'au final, la façon dont on évolue, la façon dont le jeu politique évolue, est basée sur des règles qui sont définies au sein de la Constitution. Donc cette Constitution, est-ce qu'on va la faire évoluer ou pas? Je sais qu'à gauche, il y a un grand courant qui est aujourd'hui pour une 6e République. Je sais que la méthode, malheureusement, ces différents courants ne sont pas toujours d'accord sur la manière dont on y parviendra. Mais je crois que là, il y a un débat à atteindre. Et je crois qu'on est tous d'accord pour définir que un régime présidentiel, au final, c'est peut-être parce qu'il nous faut, clairement. Un régime dans lequel des ministres, des membres du gouvernement en exercice sont jugés par une juridiction d'exception, à savoir la Cour de justice de la République, et qu'à chaque fois, à chaque campagne présidentielle, on a le sujet de la suppression de cette instance qui vient et qui est portée par des candidats de gauche. François Hollande, le dernier en tête, elle n'a toujours pas disparu. Donc je crois qu'autour de tout ça, il y a quand même des sujets à aborder, il y a quand même des principes d'action à définir, et il y a des modèles, malgré tout, qui nous sont montrés. Youssef Brakni parlait de la municipalité de Stein, par exemple, qui agit, elle, et qui n'a pas peur d'aborder les sujets. Je suis totalement d'accord avec lui. Très bien, merci pour ces questions. Avant qu'on fasse un nouveau tour, je vais laisser réagir les intervenants en étant peut-être un peu plus court que la première prise de parole. Donc, une question quand même auparavant. On va recommencer avec Léna, parce qu'il y a une question directement pour toi. Voilà, les autres questions sont plutôt générales. Une question d'un internaute qui dit, mais alors, au sujet des actions de blocage de la Société Générale et de BlackRock, quel est le rapport avec votre engagement écologique ? Donc je pense que tu vas pouvoir expliquer ça sans trop de problèmes. Et ensuite, du coup, si tu veux, tu reparleras à la fin, après nos 3 autres intervenants, sur les questions plus générales qui ont été posées, donc sur les sujets sur lesquels on se rassemble et la notion de plateforme. J'en profite pour apporter à ces questions, en rajouter, on va dire. Là, on vous demande des idées, des points positifs sur lesquels il peut y avoir ces plateformes ou ces rassemblements. Mais je pense notamment à Michael et à Agathe sur les retraites. Pour avoir vécu ce mouvement, il me semble que c'est peut-être un moment où on s'est assez rapproché de cette idée de plateforme, de sujets communs. Pourtant, moi, je suis incapable de dire, est-ce que le Front, qui était contre la loi pour les retraites, est-ce qu'ils avaient 2-3 mesures de retraite alternative
sur lesquels voilà, tout le monde était d'accord et on pouvait dire aux citoyens, en fait, ça peut fonctionner comme ça, et ce serait bien plus dans l'intérêt général et dans l'intérêt des plus modestes. Moi, je suis incapable de dire, est-ce que voilà, il y a des propositions phares qui ont pu être adoptées. Je ne crois pas que ça existe, en fait. Chacun est resté un peu dans son silo dès qu'il s'agissait de définir en pour quelque chose et non pas simplement de bloquer l'initiative en cours. Je commence avec toi, Léna, et puis ensuite on va suivre le même ordre que tout à l'heure. Ok. Alors, pour la Société Générale et BlackRock. Pour la Société Générale, tout simplement, c'est une des banques qui investit le plus dans des projets écocides, dans les énergies fossiles. Donc ça, c'est une première raison un peu toute bête. Ensuite, parce que, comme je le disais au début, nous, notre vision de l'écologie, vraiment, c'est de se dire quelles sont les racines du problème, à quoi est-ce qu'il faut s'attaquer en fait pour avoir des victoires potentielles. Et en fait, quand on regarde l'histoire environnementale, comme d'habitude, je recommande toujours de lire soit les travaux de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressat, soit de regarder le documentaire d'Arte L'homme a mangé la terre, pour comprendre un petit peu d'où vient la crise climatique et les questions écologiques en général. Mais c'est sûr que c'est lié au capitalisme, c'est lié au productivisme, c'est lié au monde de la finance. Donc attaquer la Société Générale et BlackRock, ça me semble assez évident. Ensuite, sur BlackRock, je m'occupais pas trop du plaidoyer de l'action et tout, donc enfin même pas du tout. Mais je sais qu'il y avait un lien avec la réforme des retraites et que c'était justement très lié à la mobilisation. Et ça, pour le coup, peut-être que quelqu'un pourrait donner le détail. Je suis désolée, je l'ai pas. Et ensuite, il y a la deuxième question où tu veux faire ça, je te laisserai revenir après, peut-être les intervenants pour boucler. Mais effectivement, BlackRock, il y avait l'idée que si les retraites par capitalisation étaient encouragées, BlackRock est évidemment un des fonds de pension qui a, c'est un organe beaucoup plus complexe, mais qui collecte énormément d'épargne retraite pour les redistribuer ensuite sur les marchés. Donc effectivement, c'est pour ça qu'au moment de la loi, on a parlé un peu de cette sorte d'organisation financière assez tentaculaire, parce que je ne sais plus le montant d'actifs qu'ils gèrent au niveau mondial, mais c'est assez vertigineux. Il me semble que c'était Youssef en deuxième. Avec le micro. Oui, pour être rapide, la question qui peut tous nous rassembler, moi je pense que c'est... pour moi, c'est ce qu'on dit toujours, c'est la question de la vie et de la mort. C'est que je pense que quand on a une société qui pourchasse des jeunes adultes ou des enfants, jusqu'à ce que ces enfants qui ont tellement peur de la police et qui vont aller carrément se réfugier dans un transformateur électrique et qui vont finir brûlés, littéralement électrocutés, et que tellement brûlés que les parents de Bouna et de Zied n'arrivent pas à les distinguer. Je pense qu'à ce moment-là, la question de la vie, la question de la mort doit être au centre de tous les débats, doit être au centre de tous les mouvements politiques, et que c'est ce qui doit tous nous rassembler. Et de dire que, par exemple, sur la question, nous, on dit que la question climatique, la question du cadre de vie, la question de comment on vit dans nos quartiers, par exemple, ça peut rejoindre d'autres problématiques de personnes qui ne vivent pas forcément dans les quartiers, c'est quelque chose qui peut nous unir. C'est aussi une question de vie et de mort. C'est aussi une question, quand on le sait, des conditions de vie dans les quartiers populaires, notamment quand on est plus exposé à des pollutions, notamment à des gros échangeurs autoroutiers, encore une fois, comme l'échangeur de Porte de Bagnolet, où je vis, ou alors l'échangeur de Pleyel à Saint-Denis, on est aussi plus exposé à la mort. Et on l'a vu à travers le coronavirus, à travers cette crise, où concrètement, on n'était pas tous égaux face à la mort, pas tous égaux face au virus, on l'a vu dans les statistiques, que les personnes les plus exposées étaient les populations des classes populaires, et notamment noirs et arabes. Alors, il y a des statistiques ethniques. Aux États-Unis, on a pu le voir, c'est les Afro-Américains. En Angleterre, on a pu le voir, c'est les Afro-Américains, les Afro-Caribéens. Mais en France, on n'a pas de statistiques ethniques. Mais bon, on a tous compris, quand on voit les chiffres de la Seine-Saint-Denis, quand on voit une enquête qui a été menée sur les personnes nées en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, c'est plus de 200%, plus 190%. Donc pour moi, ça ne peut être que la question de la vie et de la mort. Et quand on sait que ceux qui ont été en première ligne, ceux qu'on a appelés les héros, on le sait très bien, on ne va pas se mentir, dans les hôpitaux, on sait tous qu'on a recours massivement à des médecins venus d'Afrique, qu'on sous-paye, qu'on exploite. D'accord ? C'est pour ça que pour moi, la question de la classe, la question de la lutte des classes est toujours liée à la question de la lutte contre le racisme. Les deux vont de pair.
Et c'est la même chose pour les questions féministes, notamment les questions féministes intersectionnelles, que pour moi ça va de pair, parce qu'évidemment que quand on a un médecin qu'on est 1002, 1003, qu'on est sous-exploité et qu'on envoie au front pendant le coronavirus alors que personne ne veut y aller, quand on sait que les caissières, on sait, je pense à Aïcha, morte du coronavirus, caissière à Saint-Denis, on sait tous que face à la mort, on n'est pas à égalité, on sait tous que face à la fin du monde climatique, on ne sera pas à égalité, et que même à la veille de la fin du monde, on ne sera toujours pas à égalité. Donc pour moi, c'est ça qui doit nous unir. C'est question de vie et de mort, et qu'on rejoint et que moi j'ai pu retrouver par ailleurs dans un livre comme celui d'Édouard Louis, qui n'a pas grandi dans le même espace que moi, qui a grandi dans un milieu rural, et que je considère aussi comme étant des quartiers populaires, les zones rurales, et que voilà, on se retrouve sur ces questions de vie et de mort, notamment de ce qu'il décrit de ce que vit son père, exploité, broyé par le travail. Merci, merci Youssef. Et je me tourne vers Agathe, à qui on donne la parole sur ces mêmes questions. Oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Youssef. C'est là-dessus qu'on a voulu aussi axer le message sur la question de nos vies. C'est quoi nos vies à la retraite? C'est quoi nos vies au travail? Puisque le travail et la retraite sont intimement liés. Et je pense qu'il faut, pour répondre peut-être aux 3 questions qui ont été posées ou aux remarques, je pense qu'il faut repartir sur le message. C'est quoi nos valeurs? C'est quoi les grands enjeux? Ces questions de vie et de dignité. Michael l'a dit tout à l'heure, mais c'est très important à mon avis quand on est des collectifs comme ça organisés, d'arriver à reformuler les questions, à refuser les termes qui nous sont imposés dans le débat par les responsables politiques, à refuser la technicisation, à dire là je comprends pas. Et je pense que c'est ce travail-là que doivent aussi faire les journalistes et accepter qu'ils comprennent peut-être pas tous ce qui est dit dans un communiqué de presse du gouvernement et dire là je comprends rien, c'est imbitable, il va falloir que vous reformuliez parce que vraiment je ne saisis pas les enjeux. Et c'est pareil pour les députés, pour les parlementaires. Nous, dans notre combat, les termes du débat qu'on a voulu poser, c'est ceux qui sont derrière moi, c'est la question du droit à la retraite, du droit au repos, du droit au bonheur en général. On peut tous considérer qu'on est censé passer notre vie à travailler, mais on a aussi le droit de se projeter dans un moment où on ne travaille plus, où on a du temps pour soi, pour faire les projets qu'on veut. Et je pense que c'est ça qui est important de faire, peut-être faire le lien avec des experts. Nous, c'est ce qu'on a réussi à faire, trouver des économistes comme Michael Zemmour par exemple, comme Henri Sterdignac avec lesquels on a discuté, Christiane Marty, pour leur demander c'est quoi pour vous les grands enjeux, expliquez-nous pour qu'on puisse les expliquer, les rendre compréhensibles pour le commun des mortels. Et je crois que ce qui était important, c'était de mettre en scène les gens, et c'est ce qu'on fait. En fait, les gens dans les mobilisations, on a tous vu ces images incroyables qui, moi, me quitteront jamais, des égoutiers parisiens qui se montrent dans leur tenue de travail, qui racontent c'est quoi leur vie, à quel âge ils meurent concrètement, en fait, et qui n'est pas le même âge que tous les gens autour. On a vu ces images de métiers, de gens qui jettent leurs outils de travail, les avocats, les soignants, certains ouvriers dans les usines. Et ça, c'était très fort comme image. On a vu aussi les retraites au flambeau, tous ces modes d'organisation très visuels qui ont permis de regrouper les gens et de se dire c'est possible de se mobiliser chez moi, dans ma ville. La première personne posait la question des autres sujets. Moi, je pense que c'est la question des services publics, que ça a été évoqué avec les masques, la question de la santé. Notre santé, c'est quoi pour notre avenir? Peut-être cette question-là se pose. Il a été évoqué la question des partis, du rôle des partis dans tout ça. Moi, ce que je me souviens sur notre lutte, sur la mobilisation à laquelle on a participé, c'est l'enjeu des moyens, parce que mine de rien, les partis ont des moyens que nous n'avions pas. Les partis ont des collectifs, ils se réunissent, ils ont des fois des salles, donc ça c'est important de pouvoir donner cet accès-là peut-être aux collectifs plus spécialisés qui pourraient venir expliquer le travail qu'ils ont fait, et ça il nous a été donné de le faire, donc c'était vraiment bien. Et puis moi je me souviens d'un meeting qui a été organisé à la base par une députée, des syndicalistes, etc., qui avaient les moyens d'organiser un meeting auquel notamment Assa Traoré a participé.
Et c'est dans ce meeting-là que Assa Traoré explique justement ce qu'ont vécu ses parents face à la retraite. Le fait que son père n'a pas pu y accéder parce qu'il a travaillé toute sa vie dans l'amiante et qu'il est mort avant de pouvoir avoir le temps d'avoir ce droit au repos. Sa mère qui est devenue inapte à cause du travail. Et c'est ces récits-là qu'on veut entendre, qu'on veut voir mis en scène en fait. Et je pense que c'est ça le rôle des partis aujourd'hui, c'est peut-être de faire ça. Nous, un enseignement qu'on a aussi tiré, c'est faire feu de tout bois. Et franchement, c'était le festival avec le gouvernement parce que tous les jours il y avait des nouvelles affaires, l'affaire Delevoye, enfin ça a été génial. Enfin, rendez-vous compte quoi. On a fait partir un haut commissaire aux retraites. Enfin c'est en plein milieu de la réforme que lui-même portait parce qu'il était lié à des intérêts privés sur ce sujet. C'est quand même formidable. Il y avait la question de BlackRock qui est devenue vraiment une image très forte dans les manifs. Ça a été fait par attaque. Enfin c'est voilà, arriver à faire feu de tout bois, montrer les liens entre BlackRock, comme Léna le disait, la question de la capitalisation des retraites et du coup des marchés financiers, des énergies fossiles. Voilà. Après, on posait la question de est-ce qu'il y a eu vraiment une plateforme des sujets communs, des mesures alternatives sur les retraites qui ont émergé dans ce débat-là. Je sais pas encore, enfin, je saurais pas faire le bilan très précis. Peut-être que Michael Zemmour pourra le dire, mais je pense que la question du financement, la question du plafond de 14% du produit intérieur brut, ça a été, c'est une question qui a été partagée par tout le monde. Il n'y avait pas assez d'argent pour les retraites, donc il allait falloir se poser la question du financement et donc se poser clairement la question des cotisations, de ce qu'on fait collectivement, de quelles décisions on prend collectivement. Est-ce qu'on décide d'avoir recours au marché privé de la capitalisation ou est-ce qu'on se dit on peut tous mettre collectivement un petit peu plus d'argent sur la table. Le deuxième sujet qui est revenu, c'est le sujet de la démocratie, de la gestion démocratique du système de retraite. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui était partagé, à mon avis, par toutes les forces de gauche. Et Léna a évoqué un documentaire qu'elle recommande. Moi, je recommande celui de Gilles Perret, La Sociale, qui revient aux sources vraiment de la création de la sécurité sociale et qui est un moyen de se redonner un peu d'espoir sur notre capacité à reprendre le pouvoir sur notre sécurité sociale. J'étais un peu brouillon, désolé. Merci Agathe. Bon, en tout cas, ce qui est bien avec vous, c'est que vous donnez aussi plein de références de bouquins et de documentaires, donc chacun pourra repartir avec des références dans sa besace. Je donne la parole à Michael Zemmour comme quatrième intervenant. Je vais essayer de répondre à votre question. Effectivement, s'il y a un point commun qu'a relié les organisations et les partis de gauche, c'est sans doute l'affirmation de dire il va y avoir plus de retraités, il faut donc mettre plus d'argent pour les retraites. Et c'est une propriété de l'État social, des services publics, de la sécurité sociale, d'avoir été capable de créer des coalitions d'intérêts, en tout cas de créer la base politique de la gauche en gros. Et il me semble, alors c'est peut-être un peu naïf et c'est peut-être les vieux schémas sociodémocrates contre les schémas de droite, mais il me semble que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, que ce soit à cause de la crise du Covid, que ce soit le contexte écologique, il y a vraiment deux propositions politiques possibles. Il y a la proposition qui est grosso modo celle du gouvernement, qui est de dire vous allez vous en sortir en étant plus compétitif et par des baisses d'impôts et donc des primes Macron, etc. Et il y a une proposition alternative qui est l'extension de la sphère de la socialisation pour maîtriser ce qu'on produit, pour garantir de la sécurité, y compris à celles et ceux qui en sont exclus. Parce qu'on a vu que l'État social était capable de protéger très largement, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui sont très marginalisés par rapport aux protections de l'État social. Et donc, peut-être sans doute qu'un schéma qui pourrait rassembler et des luttes qui pourraient rassembler, c'est la volonté d'étendre la sphère de la socialisation, en gros, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Et par rapport aux luttes qui ont eu lieu les dernières années, peut-être, on voit des luttes très fortes à l'hôpital, dans l'éducation par exemple, mais ce sont les luttes des gens qui y travaillent, et c'est normal. Et peut-être que quelque chose qui permettrait je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas qui peut le faire, mais les choses seraient très différentes s'il y avait une mobilisation des gens pour avoir le droit d'une école égalitaire, pour avoir le droit de se faire soigner, et que la mobilisation des soignants devenait la mobilisation des assurés et des soignés en coalition. Et pour l'école, à mon avis, c'est un petit peu la même chose. Et donc, c'est peut-être dans ces directions-là qu'il faut réfléchir. Alors, on peut prendre des nouvelles questions en faisant circuler le micro. Il y a monsieur avec la chemise bleue, monsieur avec le t-shirt jaune, et on va commencer peut-être par la dame quand même,
avec le masque là au fond. Une petite question qui semble n'avoir rien à voir, mais on essaie toujours de se rallier à des partis ou à des forces ou à des schémas anciens de mobilisation avec des leaders. Et je pense que chacun de nous est aussi un moteur important de la machine. Je pense que chacun de nous peut se mobiliser sur des mots d'ordre collectifs intelligents. Moi j'avais beaucoup d'espoir quand Internet est arrivé. Je me dis que ce sera un moyen de mobilisation extraordinaire. En fait, ça sert à envoyer des vidéos de chats ou des choses comme ça, mais pas tellement à militer. Et je me dis que le boycott, qui est un moyen extraordinaire de faire pression sur des gens qui sont nocifs à la population, à la santé, à la nature, à l'environnement, à la forêt, c'est un moyen extrêmement puissant. Puisque nous sommes des consommateurs, nous avons été formatés, éduqués, etc. pour être des consommateurs, nous sommes presque uniquement des consommateurs. Et si nous consommons différemment, par exemple en boycottant une marque, une banque, un établissement, quelque chose qui emploie des enfants, qui ne paie pas correctement les gens, qui ne respecte pas les règles du travail, etc., on fera peur. Et on aura du pouvoir. Voilà. Et c'est un moyen extrêmement doux, pas du tout violent, mais je pense extrêmement efficace, qui détruira des emplois dans une entreprise, mais qui en créera plein dans une entreprise plus vertueuse. Donc je pense que c'est un moyen extrêmement doux d'inverser un petit peu la machine, un petit peu long peut-être, mais là c'est l'affaire de chacun. Merci, on va continuer. Alors, il y a un petit grésillement du micro, je ne sais pas si ça peut s'arranger ou pas. Il y avait le monsieur avec le t-shirt... Ah pardon, c'était vous, non? Ah oui, il y avait un monsieur, enfin le monsieur en t-shirt jaune et puis le monsieur avec la veste bleue. Bonjour, Jean-Marie, Bonny-sur-Loire, 50 km dans le côté Loiret, 2000 habitants. Je suis écrivain, bénéficiaire du RMI, etc. Ce que je voudrais dire dans ce qu'a dit le dernier intervenant, donc par rapport au rassemblement, c'est ce qu'on est en train de faire ici, visiblement, pas suffisamment au niveau national, hein, mais c'est un début. Et je me dis, moi j'ai une idée depuis quelques années, ce serait dans les villages, dans les petites villes, dans les grandes villes, d'essayer, le monsieur parlait d'une plateforme, il n'est plus là, mais enfin il était là tout à l'heure, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire, mais moi j'ai une idée concrète, c'est-à-dire des lieux physiques où les gens puissent se rencontrer en vrai, hein, en vraie grandeur, hein, et débattre de sujets concrets, nationaux, internationaux, ruraux, locaux, etc., pour essayer de vivre mieux, quoi, tout simplement. Et connaître les gens. Moi, j'ai participé dans le film. Hein. Je faisais partie des 21 personnes qui ont participé au film. Lequel film Le film qui est passé hier à 18h30 ou je ne sais plus, voilà. Et donc, une de mes phrases, je ne sais pas si elle est passée au film parce que je n'ai pas pu venir hier, mais on a besoin des autres. Voilà ce qu'il faudrait sur le front. Je pense que quand on aura compris ça, on aura déjà commencé un peu à devenir un peu moins bête ou un peu plus intelligent, quoi. Merci, monsieur qui est là. Ce que vous venez de dire, là, c'est on a besoin des autres. Moi, je peux vous dire qu'à midi, je suis allé dans la rue où il y a les tabacs. Et donc, un souci qui existait l'année dernière et qui existe encore cette année, c'est que les commerçants, tous les commerçants de la Charité, n'étaient pas au courant du Festival des idées. Bon, ça c'est un premier point. Et donc, il y a beaucoup de commerçants qui étaient un peu en colère, ma foi, de ne pas avoir été informés de cela. Autrement, je voulais intervenir par rapport au monsieur là, qui demandait des idées par rapport à des mobilisations. Donc, sur un plan international, il y a Fukushima. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe à Fukushima, mais ils sont en train de construire des quantités de citernes d'eau de mer radioactive. Il y a des mobilisations qui se passent à Fukushima, parce que le projet, c'est de reverser dans la mer cette eau radioactive. Et ils continuent de refroidir le réacteur. Donc là, on va dire, le Japon, c'est loin. Bon, c'est plus loin que Tchernobyl. Mais enfin bon, si vous achetez du poisson et qu'il a été pêché et qu'il est radioactif, c'est pas non plus terrible. Autrement, plus près de nous, en France et en Belgique, ces deux choses ont été relatées dans les médias. Hein. Est-ce que vous savez qu'il y a des milliers de tonnes d'obus chimiques qui sont sur les côtes françaises et les côtes belges? Des milliers de tonnes.
des obus chimiques qui, un jour, vont nous péter à la gueule, qui ont été déversés après-guerre. Donc là, la France n'a pas voulu dire ces lieux de déversement. La Belgique les a indiqués. Bon, voilà. Donc ils expliquaient que c'était véritablement une bombe à retardement. Bon, on en est à environ 70 ans. Bon, dans combien de temps cette bombe-là, elle nous pètera la gueule? Voilà, c'est tout. Très bien, merci. Donc des exemples d'idées. Il y avait, je pense, il y a Madame aussi derrière, et on terminera avec le monsieur qui a la veste noire. Pardon. Bonjour, ça marche ou oui? Ouais, allez-y, parlez fort. C'est pas tellement une question. Je voulais rebondir par rapport à ce que monsieur et madame ont dit. Niveau information du Festival des idées dans le coin, c'est vrai qu'on n'est pas très informé. Moi, je viens de Nevers et pas trop de pubs. Donc, je trouve qu'effectivement, ça gagnerait à être un peu plus connu. En plus, c'est une vraie opportunité d'avoir ça sur notre territoire. Pour ce qui est de la mobilisation en ligne, j'ai l'impression qu'il y a une différence générationnelle et qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans des actions en ligne qui ont parfois des grosses portées. Je pense par exemple aux jeunes, notamment fans de K-pop à la base, qui ont empêché enfin pas empêché, mais qui ont réduit l'impact d'un gros meeting de Donald Trump aux États-Unis il y a quelques mois. Ça, je pense aux actions Nous Toutes en ligne, par exemple pendant le confinement où on luttait contre des personnes qui faisaient du revenge porn, donc de la vengeance pornographique. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un problème de médiatisation de ce genre d'action. J'ai pas l'impression que c'est forcément relayé sur les médias nationaux, mais que c'est plus certaines personnes, notamment les jeunes qui sont plus peut-être connectés aux réseaux sociaux, qui vont être au courant de ce genre de choses. Et peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer d'impliquer un public plus large et peut-être des personnes aussi un peu plus âgées dans ce genre d'action, vu qu'apparemment c'est pas forcément connu de tout le monde. Voilà. Merci. Et dernière question, monsieur qui a la veste noire. Là. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. Je m'appelle Loïc. Je voulais remercier l'ensemble des intervenantes et intervenants pour leur activisme. Je suis très humble en fait par rapport à l'ensemble de ce qu'ils font. Je sais que c'est une grosse dévotion et de gros sacrifices personnels. J'ai été de leur lutte, enfin voilà, j'étais dans la foule. À vous écouter, en fait, au bout d'une heure et demie, il y a quand même quelque chose, moi, qui me frappe de manière très importante. C'est l'atomisation des luttes. Ce matin, en fait, il y avait une conférence par rapport à revitaliser la République. Il y a quand même, c'est très important d'être partout, de lutter pour tout un tas de choses, parce qu'effectivement, il y a tellement de choses en fait qui dysfonctionnent. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui nous rassemble, comme l'avait dit monsieur, c'est l'ordre injuste des choses, l'ordre injuste du monde. Le fait que, parce qu'on est discriminé, on peut se faire emmerder par les flics et en fait être tué par les flics. Parce qu'on habite dans un mauvais endroit, on va respirer un air qui est vicié et on y meurt. Parce que, en fait, on n'a pas eu de chance, ou peu importe, on a un métier où on n'a pas de chance, on va bosser dans le bâtiment et on meurt de l'amiante. L'ordre injuste des choses. On n'a pas parlé de grève générale, par exemple. C'est fou. Il y a 60 ans, on en parlait. Il y a 20 ans ou 30 ans, à la rigueur, on en parlait. C'était systématique. Là, ce qui nous fait nos défaites, c'est l'atomisation des luttes. C'est quand même assez incroyable. Donc, on n'a pas évoqué la grève générale. Pourquoi ? On n'évoque pas quelque chose en fait, qui constitue notre socle commun. Et qu'est-ce qui fait nation? Comme disait Sieyès, c'est un corps d'associés vivant sous une loi commune, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et la laïcité, je vais le dire aussi, parce que la laïcité, il ne faut pas l'oublier, c'est une loi de pacification et de protection. Et bien souvent, en fait, elle est mise à mal parce que, en fait, elle a été dévoyée. Et on parle des luttes, mais ça se trouve, je vous donne peut-être rendez-vous dans 20 ans, à force de dévoyer la laïcité, ça se trouve, en fait, il y aura des combats laïques. Ce qui est dingue, en fait. Il y a 50 piges, on n'imaginait même pas que ça arrive, ce genre de choses. Alors que c'est une loi qui, normalement, est une loi de pacification. Bref, toujours est-il, moi, je voudrais savoir, en fait, comment ça se fait que dans nos luttes, dans vos luttes,
dans tout ce que vous faites, vos sacrifices et tout ça. Il n'y a pas un moment, une conjonction vers ce qui nous rassemble en fait, et qui est là depuis tellement longtemps, plus de 200 ans. Liberté, égalité, fraternité. C'est assez dingue. Alors après, je voulais juste interpeller Youssef Brakni par rapport à ce qu'il a évoqué sur la ville d'Ivry. Pas de chance, j'y habite, donc je connais très très bien le sujet. Et il évoquait notamment le fait que les mairies de gauche, elles jouent pas le jeu, ou je sais plus, enfin, je vais pas tromper ses propos, enfin voilà. Et il appelait à l'égalité, enfin voilà. Et donc bien à lui, et je le remercie d'ailleurs pour ça. J'habite Ivry, je sillonne Ivry, j'ai rencontré 1001 habitants et habitantes d'Ivry. Il y a un gros problème à Ivry, c'est le logement. Il y a des gens, ils demandent des logements depuis 10, 15 ans. Et c'est des gens en fait qui sont vraiment dans le besoin. À Ivry, il y a une situation particulière qui est que celles et ceux qui habitent dans le parc privé sont moins fortunés que celles et ceux qui habitent dans le parc HLM. Alors, puisque M. Brakni, il appelle à l'égalité, j'aimerais qu'il m'explique pourquoi l'ensemble des habitantes et des habitants d'Ivry que j'ai rencontrés ont mis 10, 15 piges à avoir un appartement et qu'en fait, Assa Traoré a mis quelques semaines à avoir un appartement. Quel concept de l'égalité ça lui donne? Voilà. Je ne le mets pas en demeure, mais juste, en fait, aussi être cohérent dans le lutte, sachant que Assa Traoré, je lui tire mon chapeau pour la dévotion et tout le sacrifice. Je vous remercie. Elle habite Ivry, monsieur. Elle habite Ivry. Non mais, est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Je m'appelle Loïc. Loïc, comment? Vous êtes militant? Je ne sais pas. Parce que là, vous êtes en train de relayer une fake news. Même à l'heure actuelle, n'a pas cette information. Je vous le dis, Assa Traoré n'a jamais déménagé. Et ça, ce que vous dites là, donc je veux que ce soit public. Et ça va être vérifié Mediapart. Là, je prends un témoin Mediapart qui pourra aller vérifier auprès d'Abid d'Ivry. Assa Traoré n'a jamais déménagé. C'est inadmissible de relayer ce genre de rumeurs dans une réunion publique. Madame Traoré, enfin non, mais... Vous avez honte ou pas? Elle n'a jamais déménagé, Assa Traoré. Assa Traoré habite depuis 10 ans dans la ville d'Ivry. Elle habite dans le même appartement. C'est quoi ces rumeurs? Écoutez, peut-être que vous êtes, je ne sais pas de quel mouvement vous êtes, je ne sais pas à quel groupe vous appartenez. Maintenant, moi, ce que j'ai dit sur la ville d'Ivry, c'est vrai. Pendant que beaucoup se cachaient, d'accord? La ville d'Ivry a mis des moyens pour nous aider, pendant que l'État nous écrasait, pendant qu'il y avait 4 frères emprisonnés, pendant que Assa Traoré était attaqué en justice, Assa Traoré est mis en examen. Donc de quoi vous parlez autour de Assa Traoré? Monsieur Brett. Vous venez de dire, et Mediapart, ce sont des journalistes indépendants, ils iront vérifier dans la ville d'Ivry si elle a déménagé récemment ou pas. Assa Traoré, elle s'est installée à Ivry depuis des années, elle n'a jamais quitté l'appartement qu'elle a eu grâce à son travail au Sarcelles. C'est inadmissible de dire ces rumeurs, il y a des gens qui applaudissent en plus. Monsieur. Inadmissible. Monsieur Brakni, Dans un meeting d'extrême droite ou de gauche ici? Non, attendez, monsieur, Donc moi je le dis ici, tu vérifieras l'information, tu iras vérifier est-ce qu'Assa Traoré a déménagé dans la ville d'Ivry ou pas. Ok, bah on attendez, va attendez, faire... non, j'ai le droit à un droit de réponse, s'il vous plaît. En un mot alors, parce que je pense qu'on... Le débat n'est pas là, et voilà, on est d'accord, le débat n'est pas là. Je rappelle mon admiration. Attendez, monsieur Brakni, s'il vous plaît. Trouvez-vous d'autres cibles? Non. Peut-être que vous avez un problème avec le maire d'Ivry, j'en ai rien à faire. Pas avec moi. Attendez. Avec lui, il n'y a pas de problème. S'il y a des gens qui ont des problèmes de logement, il n'y a aucun souci, je sais. Simplement, je rappelle mon admiration pour Assa Traoré et notamment aussi, pour l'activisme du comité Adama pour l'ensemble de ce qu'il fait par rapport aux violences policières. D'accord? Voilà. Ensuite, moi, par rapport aux informations que j'ai eues, voilà ce que je vous révèle. Donc c'est juste en fait, c'est-à-dire, je vais reprendre les mots de Jaurès. C'est-à-dire la... Les informations, même pas. C'est quoi cette éducation? C'est-à-dire la République du Congo. Bon, écoutez, attendez. Pour conclure, si d'aventure, Monsieur Brakni, si d'aventure j'ai eu de mauvaises informations, et si d'aventure j'ai eu de mauvaises informations, je m'en excuse, d'accord? Voilà. On applaudit là. Pardon? On dirait qu'ils attendaient que ça.
Il y a Il y une a des gens qui ont personne, applaudi, je suis à chaud. applaudir. On va arrêter là sur le sujet. Exactement ce que On j'ai se, dit au on se début du renseignera meeting. comme il faut, mais en tout cas, je pense que le débat pour le coup n'est pas là. Vous Ah. l'avez dit. On va faire réagir du coup nos intervenants sur l'ensemble des interpellations. Bon, avant cette affaire, il y avait la question de l'atomisation des luttes. Il y avait la question des mobilisations en ligne qui est beaucoup revenue dans les prises de parole. Il y avait la question de l'atomisation des luttes. Moi, du coup, je voulais à la base rebondir un peu là-dessus parce qu'il m'a semblé, en vous écoutant tous les quatre, que vous donniez des exemples au fond assez simples en fait, au-delà des grands débats, parfois un peu théoriques, un peu techniques sur des notions comme l'intersectionnalité. En fait, vous avez donné des exemples très clairs, en fait, très évidents sur la façon dont les luttes s'épousent et s'épaulent les unes les autres et comment elles rentrent en cohérence sur les luttes des classes, les luttes antiracistes, les luttes écologistes. Je trouve que vous l'avez assez bien illustré. En même temps, j'avais envie de vous relancer sur ce sujet en disant, est-ce que c'est si facile que ça, dans les collectifs dans lesquels vous êtes, à faire partager l'ensemble de ce combat, à se faire une culture commune? Parce que, bon, moi, pour regarder plutôt le spectre partisan de par les milieux que j'observe, j'écoutais récemment François Ruffin, qui est passé à Lyon, qui racontait qu'il avait rencontré des jeunes de quartiers populaires. Il disait, sur le social, on a pu dialoguer très franchement sur les questions d'emploi, sur les questions d'éducation, mais dès qu'on arrivait sur l'écologie, moi, je me rendais compte que je les perdais. Donc, il prenait conscience de sa déconnexion avec eux. En tout cas, voilà, c'était la parole qu'il relayait. Je me souviens un moment un peu après le déconfinement, des mobilisations antiracistes très fortes. J'ai vu des membres des jeunes d'Europe Écologie Les Verts qui se faisaient agonir sur les réseaux sociaux parce qu'ils voulaient rejoindre cette lutte, ou en tout cas un cortège. Et j'étais assez frappé de la violence des critiques qu'ils recevaient de gens qui se disaient de gauche. Donc moi, j'aimerais un peu vous relancer sur comment vous y prenez en fait concrètement pour discuter de l'entremêlement et des alliances entre toutes ces luttes dans vos collectifs respectifs. Je commence avec toi, Léna, et puis on reprend notre tour habituel. Ok. Donc déjà, pour commencer, je pense que, en tout cas, dans le collectif des jeunes en grève, ça a été assez naturel de se dire que voilà, on allait travailler avec toutes les luttes, vu qu'on a une vision de l'écologie plutôt globale, comme j'avais dit tout à l'heure. En plus, on s'est aussi lancé, on a mis du temps à se lancer par rapport à d'autres pays en Europe, parce que y avait les gilets jaunes et que justement, on savait pas trop comment faire en sorte que nos luttes se rejoignent, bref, que ce soit pertinent. Par contre, c'est vrai que pour avoir été une personne typiquement sur les gilets jaunes qui a beaucoup poussé pour la convergence en fait, parce qu'au début des marches climat, franchement, c'était pas gagné et ça me faisait tellement mal de voir la marche climat qui partait à un bout de Paris et les gilets jaunes qui se faisaient gazer à l'autre bout, parce que bien entendu la préfecture autorisait la marche écolo que à un endroit diamétralement opposé. Enfin bref, mais c'est vrai que typiquement les questions sociales. En écologie, ça va beaucoup mieux, mais ça a été hyper compliqué en fait à mettre en place, quoi. Et je pense que c'est dû à un manque de connaissances, tout simplement, parce qu'on parlait de l'atomisation des luttes, etc. Genre, je pense qu'on est tellement dans le rush tout le temps, il y a tellement d'urgence, il y a plein de choses qui nous prennent aux tripes que, au final, on prend pas le temps de se poser, de se renseigner sur... Voilà, justement, comment avoir une lutte stratégique, comment avoir une lutte radicale qui permet vraiment de régler les problèmes, de lire des bouquins universitaires et tout. Mais en même temps, c'est vrai que justement, peut-être que aussi les universitaires pourraient venir à nous et faire ce travail de vulgarisation. On pourrait peut-être faire plus d'éducation populaire et tout. Mais voilà, pour moi, c'est un manque de connaissances, des fois un manque de liens, d'affinité, de cadres bienveillants pour discuter. Mais je pense que, clairement, on va dans le bon sens. C'était... Ok, merci. Merci à toi. Je redonne la parole à Youssef Brakni. Bon, la personne n'est plus là, donc on va parler des vrais sujets. Oui, mais de toute façon, on a l'habitude avec Valeurs Actuelles qui en permanence sort continuellement des choses sur la vie privée d'Atraoré, mais d'autres militants antiracistes pour essayer de décrédibiliser. On a vu dernièrement avec Daniel Obono.
Donc oui, la question de savoir, de faire de l'union, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on découvre l'eau chaude. Parce qu'en vrai, ça fait 50 ans qu'on essaye de le faire. Nous-mêmes, le comité Adama, on l'a fait. On a fait, par exemple, la marche au climat. Ça tombait le même jour que la marche, la journée internationale de lutte contre les violences policières. Et donc, on a fait l'effort, on a fait des réunions pour que les marches puissent converger à Opéra. Et à la fin, notamment, donc, qui vit dans un HLM quand même, et qui, du coup, prend le temps de monter sur scène et qui va parler, en fait, devant un public qu'elle ne connaît pas, de classe sociale qui est complètement différente de la sienne, pas avec le même capital culturel, etc., et qui va venir et qui fait cet effort avec un frère mort, 4 frères au moment où elle parlait à ce moment-là emprisonnés, et qui va faire cet effort de convergence, d'alliance des luttes, et qui parle place de la République devant, je sais pas, il y avait peut-être 10 000 personnes. Donc en fait, on le fait tout le temps. J'ai dit avec les Gilets jaunes. Mais pareil, ce que disait Agathe avec effectivement le meeting sur les retraites qui était centré, c'était les femmes et les retraites, c'était ça, je crois, le meeting. Où pareil, elle va prendre du temps le soir sur son temps personnel. Elle essaye. Alors qu'en fait, on le sait tous, on n'est pas égalité dans cette société, on n'a pas les mêmes moyens, on n'est pas des organisations qui existent depuis 50 ans, on n'a pas des grosses machines derrière qui peuvent nous financer, nous aider, on est autonome, on se finance nous-mêmes, mais malgré tout, on fait ces efforts-là. Donc en fait, ils sont faits, les efforts, mais ça ne se proclame pas, en fait, ça se construit, et ça se construit sur la longueur. C'est pas facile, en fait. Il faut prendre le temps, il faut pas être pressé. Ouais, on en prend plein la gueule pendant ce temps-là. Ouais, ça fait mal. Je vous dis, nous, c'est des problématiques qu'on nous emprisonne. Donc, on n'en est pas là. Et pourtant, on n'est pas pressé. Il faut prendre le temps de construire sur le long terme. Et surtout, il faut se faire confiance. Il faut mener des luttes ensemble et montrer qu'à un moment donné, on va prendre des coups ensemble, y compris quand parfois ça chauffe en manif, il faut qu'on soit ensemble. Vas-y, devant, je te rejoins. D'accord ? Et il faut y aller ensemble et se battre ensemble et prendre les coups ensemble. Et je pense que ce qu'on a fait avec les Gilets jaunes, ce qu'on a fait avec tous les autres mouvements, en fait, on a. Parfois, il faut essayer des l'action. Voilà, on apprend la solidarité, on apprend et on construit une fraternité même, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour moi, il faut prendre le temps. Merci. C'est très clair. Je donne la parole à Agathe, si elle veut bien. Oui, je suis d'accord sur cette idée du temps, notamment parce qu'effectivement, on ne l'a pas tous. Ce qu'on a vu dans le collectif, c'est qu'on avait tous un boulot à côté. C'était très difficile de conjuguer les deux. C'est ce qui a été dit par Youssef sur nos vies en général, quoi. On a ce temps militant, on prend en plus de notre temps de travail, en plus de notre temps personnel. Et je pense que c'est des sujets qu'il faut réussir à aborder et que, en termes de fonctionnement du collectif, par exemple, comment on fait justement pour prendre ce temps-là, c'est quelque chose qu'on a discuté, nous, au sein du collectif Nos Retraites. Quel est le temps qu'on a et quelles sont aussi les choses qu'on a envie de faire pour pas que ce soit juste de la souffrance de militer, mais qu'on puisse prendre un peu de plaisir. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Toi, tu as envie de faire une vidéo. Enfin, voilà, arriver à proposer des tâches qui nous intéressent et qui soient pas des contraintes sur les liens avec les organisations. C'est clair que ce qu'a fait Assa Traoré, c'est son effort d'être venu et il y a un enjeu à proposer des cadres où chacun peut venir intervenir. Et ça, c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les partis, les organisations qui ont des moyens. Je pense que c'est aussi à elles de réfléchir à ces cadres qu'elles organisent, qu'elles peuvent financer, de lieux où on se rejoint tous et on discute tous ensemble de ces questions de vie ou de mort, de dignité, de droits sociaux. Après, sur la question, donc sur Internet, alors pour nous, les réseaux sociaux, c'était vraiment un outil très très important de notre mobilisation. C'est par là qu'on s'est fait connaître et c'est par là qu'on a réussi à transmettre nos idées. En relation, à se mettre nous en relation avec d'autres collectifs ou avec d'autres associations de syndicats, avec des journalistes, et aussi à mettre les gens en confiance dans parler de ces sujets. Donc je pense que les réseaux sociaux sont importants. Après, c'est toujours à double tranchant, il faudra en discuter plus en longueur, mais pour nous, c'est vraiment un outil important d'éducation populaire, justement, parce que c'est là-dessus qu'on diffusait nos visuels, nos décryptages, nos vidéos, et que les gens ensuite, dont les gens pouvaient ensuite se saisir pour militer auprès d'autres gens, auprès de leurs proches, leurs familles, leurs collègues, etc.
Ça a été aussi un outil, la personne a parlé de la grève générale, mais d'explications sur voilà, la grève arrivée le 5 décembre 2019. Ça allait être un cadre de mobilisation possible pour les gens pour lutter contre la réforme des retraites. Et il fallait faire aussi cette pédagogie, mais qui ne relevait pas de notre collectif, mais plutôt des syndicats, de c'est quoi la grève, comment ça marche. Et on a essayé de mettre en lien les gens avec les bonnes organisations qui participaient à cette grève. Je pense que sur Internet, on trouve vraiment de bons exemples. Et l'avantage, c'est qu'on s'inspire tous les uns des autres. Moi, je sais qu'on avait aussi comme inspiration tous les collectifs féministes qui proposent des argumentaires en vue des repas de famille, comment répondre à mon tonton sexiste ou à ma grand-mère qui est raciste. Et voilà, ça, c'est des outils, faire des argumentaires pour les gens pour qu'ils puissent mener la lutte au plus près de chez eux, dans leur famille, c'est des choses qui nous ont servi d'exemple pour faire ces décryptages et pour faire cette pédagogie. Merci Agathe. En tout cas, c'est important, je trouve, de vous entendre sur les conditions concrètes et matérielles de ces mouvements dont on parle. Je termine, sauf si jamais l'un d'entre vous veut reprendre la parole pour un dernier mot, mais il me semble qu'on arrive un peu vers la fin de la table ronde, donc on termine avec Michael Zemmour, s'il veut bien apporter sa réaction à tous les sujets qui ont été évoqués, peut-être un point ou deux qui vous ont, sur lesquels vous voulez réagir. Les mouvements sociaux, moi j'ai l'impression qu'en tout cas ceux que vous avez aujourd'hui, ils produisent des effets politiques qu'on peut mesurer, à la fois des effets dans l'opinion. Ils politisent au-delà de leurs propres militants, ils jouent. Tout à l'heure, Youssef Brakni parlait du Monde qui fait une reconstitution sur la mort d'Adama Traoré. C'est un effet politique aussi, c'est pas rien, et c'est un effet du mouvement. Peut-être que ce qui est spécifique à la période, c'est la manière dont le pouvoir politique traite les différentes mobilisations sociales. Une hypothèse, c'est une sorte de tentation thatchérienne à la fois d'être dans la provocation de certains mouvements et de traiter le mouvement social comme un désordre à réduire. Et c'était déjà le cas lors de la loi travail, de mon point de vue. Donc, ce contexte-là, d'essayer à la fois de déclencher des mobilisations, mais aussi de bien faire comprendre que les mouvements sociaux ne sont pas des interlocuteurs et qu'ils n'ont pas vocation à infléchir sur la politique qui est menée, ça crée un contexte où ça peut produire du découragement pour ces mouvements-là. Et en même temps, on peut faire le constat que c'est pas tout à fait vrai, que ça sert pas tout à fait à rien, à la fois du point de vue politique, de l'opinion, mais aussi du point de vue de la politique qui est menée. Le pouvoir ignore pas totalement ce qui se passe. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec le mouvement sur les retraites. Il a des réponses à donner sur ces sujets-là. Et du coup, ça pose une question de la construction d'une alternative politique. Je pense que après, c'est peut-être encore une fois un schéma traditionnel de la distinction entre mouvements sociaux et partis politiques. Mais j'ai le sentiment que si on regarde le plateau que vous avez créé aujourd'hui, les mouvements sociaux, ils créent les conditions de possibilité d'une alternative politique. Et c'est de son côté à cette ou à ces alternatives politiques de voir comment ils en produisent quelque chose. Merci. Écoutez, je trouve que c'est une belle conclusion sur à la fois les effets positifs et les capacités de création des mouvements sociaux et des luttes dont on a parlé. Écoutez, ça s'est pas si mal passé ce débat post-Covid en moitié en visio, en moitié physique. J'avoue qu'on était un petit peu inquiets, mais en tout cas, je voulais vraiment remercier tous nos invités, nos 4 intervenants qui ont accepté de participer à cet échange. On les remercie vivement. Merci à vous dans la salle qui avez été très attentifs à ces échanges. Et puis merci évidemment aux organisateurs, au Festival des idées. On est toujours très contents en tout cas pour Mediapart de participer à ce genre de discussion ouverte. Merci beaucoup.